Imaginez une bactérie minuscule, fragile en apparence, exposée à la chaleur, à la sécheresse, au rayonnement, au manque total de nutriments. Tout semble annoncer sa mort, et pourtant elle ne meurt pas. Elle se transforme. Cette transformation s'appelle la sporulation, une stratégie de survie si perfectionnée qu'elle a fasciné les scientifiques pendant plus d'un siècle, au point de devenir un modèle majeur pour comprendre la différenciation cellulaire grâce notamment à Bacillus subtilis. Mais pour comprendre ce phénomène, il faut remonter à une époque où la microbiologie n'existait même pas encore. Au XIXe siècle, le microscope ouvre une fenêtre sur un monde jusque-là invisible. Les savants observent des animalcules animés de mouvements étranges, changent de forme, apparaissant et disparaissant dans les infusions végétales. Mais personne ne sait vraiment ce qu'ils sont. Sont-ils des plantes, des animaux, de simples artefacts optiques? La notion même de bactérie n'est pas encore stabilisée, et la classification du monde microbien est un véritable chaos. C'est dans ce contexte que travaille le botaniste allemand Ferdinand Cohn. Son objectif n'est pas médical, mais taxonomique. Il veut ordonner ce monde microscopique comme on classe les plantes. En observant attentivement des cultures du genre Bacillus, il remarque quelque chose d'intrigant. À l'intérieur de certaines cellules allongées apparaissent de petits corps ronds, très brillants, aux contours nets. Contrairement au reste de la cellule qui peut se déformer, se liser ou se dégrader, ces structures persistent, intactes, comme si elles étaient faites d'un matériau différent. Cohn ne se contente pas d'une simple observation. Il suit ces structures dans le temps. Il constate qu'après la disparition apparente de la cellule, ces petits corps restent visibles, puis dans des conditions favorables redonnent naissance à de nouvelles bactéries. Pour l'époque, c'est une idée audacieuse. La bactérie ne meurt pas vraiment. Elle change d'état. Il propose alors que ces corps brillants représentent une forme de repos, une forme dormante permettant à l'organisme de survivre aux conditions défavorables. C'est la première intuition scientifique de la sporulation. Quelques années plus tard, un problème beaucoup plus pratique vient confirmer cette hypothèse. Dans les laboratoires, on tente de stériliser les milieux de culture par ébullition. Pourtant, malgré des minutes entières dans l'eau bouillante, des micro-organismes réapparaissent. Le physicien irlandais John Tyndall est intrigué. Pourquoi la chaleur, censée tuer toute forme de vie, échoue-t-elle? Tyndall comprend progressivement que ces micro-organismes possèdent une forme capable de résister à l'ébullition. Il met alors au point une méthode ingénieuse. Chauffer le milieu, attendre, puis réchauffer, et ainsi de suite. Ce procédé appelé tyndallisation laisse le temps aux formes résistantes de redevenir sensibles entre deux chauffages. Sans le savoir encore en détail, Tyndall vient de démontrer expérimentalement l'existence d'une forme thermorésistante, la spore. Puis intervient Robert Koch, dans un tout autre contexte, celui de la maladie du charbon. En étudiant Bacillus anthracis, il se heurte à une énigme troublante. Des troupeaux entiers tombent malades sur des terrains où aucun animal infecté n'a été présent depuis des années. Comment l'agent infectieux peut-il survivre aussi longtemps dans le sol? Koch observe alors que la bactérie dans l'environnement adopte une forme particulière qui résiste au temps et aux conditions extérieures. Il démontre que cette forme peut persister pendant des années dans le sol, puis redevenir une bactérie active une fois introduite dans l'organisme animal. Pour la première fois, le cycle complet est clairement établi. Cellule végétative, spore, cellule végétative. Ce qui chez Cohn n'était qu'une curiosité microscopique et chez Tyndall un problème de stérilisation devient avec Koch la preuve que la spore est une stratégie biologique majeure de survie dans la nature. L'histoire pose alors une question fondamentale. Qu'est-ce qui, dans la spore, explique une telle résistance? Une endospore n'est pas simplement une cellule au repos, c'est une architecture de survie. Au centre se trouve le cœur. On y retrouve l'ADN, quelques ribosomes, des enzymes essentielles, mais presque pas d'eau. Cette déshydratation extrême est capitale. L'eau est le support des réactions chimiques et sans elle, le métabolisme s'arrête presque totalement. Ce cœur est également saturé d'une molécule spécifique, le dipicolinate de calcium, qui stabilise les protéines et l'ADN. Autour de ce cœur, une membrane interne constitue une barrière presque imperméable aux agents chimiques. Vient ensuite le cortex, formé d'un peptidoglycane modifié, dont le rôle est de maintenir cette déshydratation. Puis, des tuniques protéiques multiples s'accumulent comme des couches d'armure. Chez certaines espèces, un exporium externe complète la protection.
Chaque couche correspond à un type précis de résistance. La chaleur ne dénature pas les protéines car elles sont stabilisées par la déshydratation et le dipicolinate de calcium. Les rayons UV n'endommagent pas l'ADN car il est protégé par des protéines particulières appelées SASP. Les désinfectants pénètrent difficilement à cause de la membrane interne des tuniques. La sécheresse n'a aucun effet car la spore est déjà déshydratée. La résistance de la spore n'est donc pas un hasard. Elle est directement liée à sa structure physico-chimique. Mais comment une bactérie construit-elle une telle forteresse? Tout commence par un stress, le plus souvent un manque de nutriments. La bactérie comprend que l'environnement n'est plus favorable. Elle déclenche alors un programme génétique précis. Elle réplique d'abord son ADN, puis elle réalise une division tout à fait particulière. Un septum asymétrique se forme, la cellule se sépare en deux compartiments inégaux, une grande cellule mère et une petite prespore. Ensuite, un phénomène spectaculaire se produit. La cellule mère englobe la prespore comme si elle l'avalait. La prespore se retrouve enfermée à l'intérieur, entourée de deux membranes. C'est dans cet espace confiné que commence la construction du cortex, le dépôt des tuniques, la déshydratation progressive et l'accumulation du dipicolinate de calcium. Quand la spore est parfaitement mature, la cellule mère se sacrifie. Elle se lise et libère la spore dans l'environnement. Deux cellules issues de la même bactérie avec le même ADN ont suivi deux destins différents. Derrière cette chorégraphie se cache une régulation génétique d'une précision remarquable. Tout est déclenché par un régulateur maître appelé SPO0A. Activé lorsque la cellule perçoit le stress nutritionnel. Ensuite, une cascade de facteurs sigma s'active, mais pas au même endroit. Le facteur sigma F s'exprime dans la prespore, tandis que le sigma E s'active dans la cellule mère. Plus tard, le sigma G prend le relais dans la prespore et le sigma K dans la cellule mère. Cette organisation spatiale fait que deux compartiments génétiquement identiques expriment des gènes différents. C'est une véritable différenciation cellulaire bactérienne. C'est précisément pour comprendre cette différenciation que Bacillus subtilis est devenu un modèle scientifique majeur. Non pathogène, facile à cultiver, génétiquement manipulable. Il a permis de décrypter toute la cascade moléculaire de la sporulation. Grâce à lui, on a compris comment une cellule peut contrôler l'expression de centaines de gènes selon le compartiment où elle se trouve. La sporulation est ainsi devenue un modèle pour étudier la différenciation cellulaire comparable à ce que l'on observe chez les organismes multicellulaires. Et puis un jour, les conditions deviennent favorables. Des nutriments apparaissent, l'eau pénètre dans la spore, le dipicolinate de calcium est libéré. Le métabolisme redémarre et la spore germe et redonne une cellule végétative active. La vie reprend exactement là où elle s'était arrêtée. Ce qui avait commencé comme une simple observation au microscope est devenu un pilier de la microbiologie moderne, de la stérilisation, de la médecine, de l'agroalimentaire et de la biologie cellulaire fondamentale. La sporulation nous enseigne une chose essentielle. Chez les bactéries, survivre, c'est se transformer pour résister.